Chapitre 1 Les origines de la communication non violente. Bonjour, je m'appelle Marshall Rosenberg, je vous suis reconnaissant pour l'attention que vous m'accordez, et je voudrais, en réponse, partager avec vous certaines choses que j'ai apprises sur la façon d'établir le contact avec d'autres personnes. Des choses qui ont été très précieuses pour moi, et je suis ravi que tant de gens partout dans le monde me disent combien ces choses ont été précieuses pour eux aussi. Avant de vous parler de l'utilité du processus de communication non violente, c'est comme ça que j'ai appelé ce que je vais partager avec vous ici, je voudrais vous dire comment je me suis retrouvé à m'intéresser à ce genre de choses. J'ai grandi à Détroit, dans l'État du Michigan. Ma famille a emménagé là-bas juste à temps pour les émeutes raciales de 1943. Le quartier où on habitait était en plein centre de ces émeutes, et 4 jours après le début des émeutes dans notre quartier, 30 personnes ont été tuées. On est resté enfermé chez nous pendant ce temps, on ne pouvait pas sortir pour des raisons de sécurité, et cet événement m'a enseigné une leçon primordiale qui a un grand effet sur ce que je vais partager avec vous. Ça m'a fait réfléchir à une question importante. Qu'est-ce qui arrive aux gens? Qu'est-ce qui nous arrive? Qui fait qu'on en vient à prendre plaisir à être violent, à user de violence l'un envers l'autre, à cause de choses comme la couleur de la peau, des noms de famille, des religions. C'est bien sûr quelque chose que je trouvais très effrayant quand j'étais enfant, et depuis, c'est resté tout aussi effrayant pour moi. Et au cours des années, j'ai été très intéressé par l'étude de cette question. Qu'est-ce qui nous arrive qui fait qu'on s'engage dans cette direction de la violence? En même temps que j'étais exposé à cette violence dans mon quartier, je suis content, très content d'avoir eu la chance de voir que ça n'est pas notre vraie nature. J'ai eu suffisamment de personnes autour de moi qui savaient donner du fond du cœur et être là pour les autres, pour savoir que cette violence n'est pas vraiment notre nature. J'ai eu la chance de vivre auprès de gens de ma famille qui avaient beaucoup de compassion. J'étais heureux d'avoir des amis qui avaient des familles compatissantes. Donc je savais qu'il y a une façon de se comporter qui nous est plus naturelle. Mais cette question est restée en moi, de savoir ce qui nous arrive qui nous éloigne de notre nature compatissante, et savoir ce qu'on peut faire pour rester en contact avec notre nature compatissante, quoi qu'il se passe autour de nous. Quand j'ai décidé qu'il était temps de choisir pour moi quoi faire dans ma vie, j'ai voulu offrir ce que je pouvais apprendre sur ces deux questions, qui sont qu'est-ce qui nous transforme en personnes violentes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver notre nature compatissante. Personne dans ma famille n'était jamais allé à l'université et j'ai eu une opportunité pour y aller. Mais je me suis demandé quelle profession pouvait m'aider dans cette direction. J'ai choisi la psychologie, pensant que les gens qui sont violents doivent être malades mentaux et que peut-être la meilleure contribution que je pouvais apporter au monde était de guérir ces maladies qui rendaient les gens violents. Donc je suis allé à l'université et j'ai obtenu un diplôme de docteur en psychologie clinique. Mais au cours de mes études, j'ai été exposé à un professeur qui m'a aidé à voir certains des dangers, des concepts qui sous-tendaient la psychologie clinique que l'on m'enseignait. Il m'a aidé à voir que peut-être la maladie mentale était une mauvaise métaphore, et que le phénomène pouvait être mieux compris non pas comme une maladie, mais comme la façon dont les gens sont éduqués par la culture dans laquelle ils vivent. Et que peut-être donc ce qui était nécessaire n'était pas une intervention thérapeutique, mais que ceux dont les gens qui étaient violents avec eux-mêmes et avec d'autres avaient besoin était une autre sorte d'éducation, qui transformerait la façon de penser qui les amenait à souffrir et à vouloir faire souffrir les autres, en une façon de penser qui favorise la compassion et le contact humain. Il me communiqua ceci juste avant que j'obtienne mon diplôme,
alors que je venais de passer 9 années à l'université à apprendre une approche basée sur la pathologie et comment soigner cette pathologie. En voyant ce mythe de la maladie mentale, comme il l'appelait, et comme Thomas Szasz, le psychiatre, l'appela dans son livre du même nom, en voyant ces limitations, j'ai demandé à ce professeur « Alors, qu'est-ce que vous proposez à la place ?» Et il me répondit « Ça, c'est votre travail, de trouver une approche qui fonctionne mieux que de voir ces problèmes comme des maladies. » Donc une fois mon diplôme en poche, je me suis mis à regarder les choses avec un point de vue différent. Au lieu de penser que la violence dans le monde était causée par une quelconque maladie mentale, d'adopter une perspective plus large, d'être ouvert au fait que ce que mon professeur avait dit pouvait être vrai, que le problème venait de la façon dont les structures sociales, les gouvernements, éduquent les gens d'une façon qui mène à la violence. Donc j'ai décidé de commencer dans la direction de qu'est-ce qu'il nous faudrait pour garder notre nature compatissante, quelle que soit la sorte de structure sociale dans laquelle nous agissons. Et quelle sorte de choses nous aurions besoin d'apprendre lorsque nous voyons des structures qui nous éduquent à être violents, qui contribuent à la violence, comment est-ce qu'on peut les transformer? Et donc, j'ai lu des comparaisons de religions pour voir ce que les religions de base sur la planète, si je pouvais trouver des points communs à ce qu'elles disaient. J'ai aussi étudié des gens qui vivaient d'une façon que j'appréciais, et j'ai essayé de voir ce qui les rendait différents. Et j'ai aussi profité des recherches que Carl Rogers, le psychologue, a faites pour chercher à identifier les composants de base d'une relation régénérante, ce qui contribue à une relation qui aide les gens à évoluer et à se développer et à guérir de leurs blessures. Depuis ces différentes directions, j'ai assemblé le processus que j'appelle maintenant communication non violente. Chapitre 2 – Vivre en harmonie avec nos valeurs. Avant que je décrive le processus lui-même, c'est extrêmement important que je précise le but recherché, ce qu'on veut obtenir. Parce que lorsqu'on garde le but en tête, la mécanique du processus peut nous être très utile pour vivre en harmonie avec la façon dont on choisit de vivre. Mais si on perd de vue le but, alors ceci peut devenir une technique stérile. Donc, c'est important qu'il y ait une intégration de ces deux dimensions. Qu'il y ait de la clarté quant à la façon dont on choisit de vivre, et ensuite, la mécanique de la communication non violente prend son sens, et on peut l'utiliser avec plus d'intégrité. Alors quel est le but de la communication non violente? C'est de nous aider à nous connecter à nous-mêmes et aux autres, d'une façon qui rend naturel le fait de donner avec compassion. Et donner avec compassion, ça veut dire quand on fait quelque chose pour nous-mêmes ou pour d'autres, avec la seule intention d'enrichir la vie. On ne cherche pas une récompense, on ne veut pas échapper à une punition, on agit pour la raison qui me semble être celle que nous, les êtres humains, préférons à n'importe quoi d'autre au monde, contribuer à la vie, enrichir la vie. La communication non violente, c'est donc l'intégration de différentes choses qui aident les gens à se connecter de cette façon. D'abord, la communication non violente est un langage d'une sorte qui nous aide à nous connecter à nous-mêmes et aux autres. C'est un langage de vie, un langage basé sur les ressentis des êtres humains et sur les besoins des êtres humains. C'est un langage qui nous aide à communiquer ce qui rendrait la vie plus merveilleuse pour nous-mêmes. Mais la communication non violente n'est pas seulement un langage. Elle comprend aussi des stratégies pour s'influencer les uns les autres. En plus de partager avec vous le processus, je voudrais partager quelques-unes des façons dont j'ai mis ceci à la disposition de gens un peu partout dans le monde et vous rapporter leurs réactions. Un étudiant qui voyageait avec moi dans le cadre d'un apprentissage universitaire et qui m'a accompagné dans plusieurs pays et qui a vu les gens avec qui je travaillais,
dont beaucoup qui utilisaient la formation au service de la paix dans des pays déchirés par la guerre. Dans environ le 7e pays qu'on visitait, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Vous êtes un homme très riche. » Et c'est vrai que je me sens comblé de faire le travail que je fais avec les gens avec qui je travaille et de voir comment ils s'en servent utilement. Je me sens quelqu'un de très riche. Je vois un monde différent de celui qu'on voit aux nouvelles. Je vois un monde de gens qui sont dédiés à l'idée de donner avec compassion, qui veulent créer des structures qui favorisent cette façon de donner avec compassion. Donc, en plus de partager avec vous le processus lui-même, je serais heureux de vous dire quelques-unes des expériences que j'ai eues avec des gens autour du monde qui nous aident à distribuer ce processus. Donc permettez-moi maintenant de vous donner un aperçu du processus lui-même, ce processus qu'on appelle la communication non violente. Comme je l'ai dit, il est conçu pour nous aider à créer des connexions qui rendent naturel de donner avec compassion. Alors quelle sorte de communication nous aide à nous connecter de cette façon ? On peut résumer le processus en disant qu'il se focalise sur 2 questions. Qu'est-ce qui est vivant en nous et qu'est-ce qui rendrait la vie plus merveilleuse ? Qu'est-ce qui est vivant en nous ? On le demande en français comme ça. Comment ça va ? En anglais. How are you ? Espagnol. Comment está usted ? Chaque culture où je travaille à travers le monde a sa propre façon, lorsque les gens se rencontrent, de poser cette question. Qu'est-ce qui est vivant en vous ? C'est une question critique, parce que je suis convaincu que lorsqu'on est connecté à ce qui est vivant en chacun de nous, et qu'on se débarrasse des images d'ennemis qu'on a été éduqué à utiliser pour penser à quelqu'un quand cette personne fait quelque chose qu'on n'aime pas, lorsqu'on peut juste voir l'humanité en chacun de nous à un moment donné, ce qui est vivant en nous, ça a été mon expérience qu'on peut résoudre n'importe quel conflit de manière pacifique, d'une façon qui permet de satisfaire les besoins de tous. Alors voyons maintenant, qu'est-ce que ça comporte de pouvoir communiquer ce qui est vivant en nous ? Eh bien, ça nécessite que nous soyons capables de dire aux gens ce qu'ils font qui enrichit notre vie, et que nous puissions porter à leur attention lorsqu'ils font des choses qui n'enrichissent pas notre vie. Et comme nous verrons par la suite, c'est très important d'être clair et de ne pas mélanger notre référence à ce que les gens font avec quelque évaluation que ce soit qui implique une faute. Donc il est nécessaire pour ça d'observer sans évaluer. Un autre aspect important pour exprimer ce qui est vivant en nous est de parler avec son cœur, dire ce qui se passe en nous en relation à ce qui se passe à l'extérieur autour de nous. Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour faire ça est de développer un vocabulaire de conscience de nos ressentis et de nos besoins. Nos besoins sont la vie en mouvement. Si nous sommes déconnectés des différents besoins que nous avons, nous ne sommes pas vraiment en vie. Si nous passons tout notre temps à seulement analyser et juger intellectuellement, et que nous ne sommes pas connectés à ce qui se passe en nous, ça devient très difficile de profiter pleinement de sa vie. Donc la communication non violente se concentre sur la reconnaissance de nos besoins à chaque moment, ainsi que savoir s'ils sont satisfaits ou pas. Nos ressentis sont connectés à nos besoins. Lorsque nos besoins sont en train d'être satisfaits, nous avons des ressentis agréables. Lorsque nos besoins ne sont pas en train d'être satisfaits, nous avons des ressentis douloureux. Donc, ces 3 aspects ensemble, dire aux gens ce qu'ils font qui enrichit notre vie ou pas, et ensuite leur dire ce qui est vivant en nous, par rapport à ça, en exprimant nos ressentis et nos besoins, c'est un des composants de base du processus. Une fois qu'on a dit aux autres ce qui est vivant en nous, si ce qu'ils font ne contribue pas à notre bien-être, alors il nous est nécessaire d'ajouter « qu'est-ce qui rendrait la vie plus merveilleuse pour nous ?» et de leur présenter ceci comme une opportunité, comme un cadeau, pas comme une exigence ou une menace. Donc,
La communication non violente nous montre comment exprimer ce qui est vivant en nous, et aussi ce qui nous rendrait la vie plus merveilleuse. Et elle nous montre comment recevoir ces informations de la part d'autres personnes avec empathie. Comment recevoir ça même si l'autre personne n'est pas très habile pour l'exprimer. Et donc que quelle que soit la manière dont l'autre personne s'exprime, la communication non violente nous montre comment nous connecter à l'humanité de cette personne à tout moment. Chapitre 3. Les domaines d'application de la communication non violente. J'espère vous montrer qu'il y a beaucoup de différentes façons dont ce processus de communication non violente peut être appliqué. On peut l'appliquer intérieurement à nous-mêmes, et je vous montrerai tout à l'heure comment l'utiliser pour apprendre de nos limitations sans perdre notre estime de soi. Ce processus peut nous aider à améliorer la connexion avec les personnes les plus proches de nous, nos enfants, nos compagnons ou au travail. Mais je vous montrerai aussi son application pour résoudre les différends entre des personnes qui peut-être font des choses d'une façon que l'on n'aime pas et que l'on peut l'utiliser pour altérer les structures dans lesquelles nous vivons et les transformer en structures qui favorisent l'action de donner compassionnément. Laissez-moi vous donner une idée de la façon dont certaines personnes l'utilisent et ce qu'ils en disent. Voici ce que quelqu'un qui était dans un stage avec moi à San Diego avait à dire. Et je cite. « Lorsque j'ai appris à recevoir aussi bien qu'à donner, en utilisant la communication non violente, j'ai pu progresser au-delà d'interpréter que j'étais attaqué et de me transformer en paillasson, pour arriver à écouter les mots et extraire les ressentis sous-jacents de la personne qui s'exprime. J'ai découvert un homme en grande souffrance avec qui j'étais marié depuis 28 ans. Il m'avait demandé le divorce le week-end avant que je vienne à ce stage de communication non violente. Pour vous dire en bref, nous sommes ici aujourd'hui, ensemble, et j'apprécie la contribution que la communication non violente a apportée à la fin heureuse de notre histoire. J'ai appris à écouter et reconnaître les ressentis, à exprimer mes besoins, à accepter des réponses que je ne voulais pas toujours entendre. J'ai vu qu'il n'est pas là pour me rendre heureuse et que je ne suis pas là pour créer du bonheur pour lui. Non, on ne peut pas faire ressentir aux gens ce qu'ils ressentent. Nous avons appris que simplement en approchant notre relation d'une certaine façon, un amour se développe entre nous qui permet de remplir nos besoins réciproques et qu'ensuite le bonheur arrive tout seul. J'ai appris qu'on ne peut pas être responsable du ressenti de l'autre, mais qu'on peut être responsable pour notre façon de réagir chacun l'un à l'autre, et que si l'on s'approche avec cette sorte d'état d'esprit, on finira tous les deux par avoir nos besoins satisfaits, et que le bonheur découlera de ça. Voici ce qu'un médecin qui habite en France, à Paris, m'a dit à propos de la façon dont elle utilise la formation qu'elle a reçue pour ce processus. J'utilise la communication non violente de plus en plus dans ma pratique médicale. Certains patients me demandent si je suis une psychologue et disent que d'habitude, leur médecin ne s'intéresse pas à la façon dont ils vivent leur vie ou se débrouillent avec leur maladie. La communication non violente m'aide à comprendre les besoins fondamentaux des patients et ceux qu'ils ont besoin d'entendre à un moment donné. Je trouve ceci particulièrement utile pour communiquer avec les patients atteints d'hémophilie et du sida, parce qu'il y a tant de colère et de souffrance que la relation entre patient et soignant est souvent sérieusement altérée. D'autres encore utilisent notre processus de communication non violente en politique. Un membre du Conseil des ministres français, rendant visite à sa sœur, remarqua combien son mari et elle communiquaient de façon différente. Encouragée par leur description de la communication non violente, elle révéla qu'elle était censée négocier la semaine suivante des questions sensibles concernant les procédures d'adoption entre la France et l'Algérie. Bien que le temps soit court, nous avons envoyé un formateur francophone pour travailler avec ce haut fonctionnaire. Elle attribua plus tard une grande part du succès de ces négociations en Algérie aux nouvelles techniques de communication qu'elle venait d'acquérir. Dans le monde entier, la communication non violente est aujourd'hui une ressource précieuse pour les communautés se trouvant face à des conflits violents et à de sévères tensions ethniques, religieuses ou politiques.
La propagation de la communication non violente et son utilisation pour la médiation de conflits, en Israël, par l'autorité palestinienne, au Niger, au Rwanda, en Sierra Leone et ailleurs, ont été pour moi une source particulière de gratification. Mes collaborateurs et moi avons travaillé avec des Serbes et des Croates lors de la guerre là-bas. Je les ai amenés dans un pays neutre pour faire ce travail. Les premiers jours furent très douloureux. Les aider à passer des images d'ennemis qu'ils s'étaient fait les uns des autres et arriver à voir les êtres humains derrière. Le plaisir d'entendre des rires commençait à résonner au fur et à mesure que la formation progressait, et qu'ils partageaient la profonde gratitude et la joie d'avoir vu comment la communication non violente pouvait traduire leurs images d'ennemis des gens de l'autre côté et les aider à voir les uns les autres leur humanité. Et je suis content de voir ce que ces personnes ont accompli depuis avec cette formation dans leur pays, à aider les gens à dépasser la façon de penser qui nous conduit à voir des ennemis. Je me sens très privilégié de pouvoir voyager autour du monde en apportant aux gens ce processus de communication et de voir comment ils en profitent et ce qu'il leur apporte. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir l'opportunité de le partager avec vous. Avant de rentrer plus en détail dans la mécanique du processus, d'une façon qui, j'espère, va vous aider à intégrer cette mécanique dans votre vie, je voudrais identifier un type de communication qui a malheureusement été enseigné à beaucoup d'entre nous, ce qui je trouve bloque notre compassion, bloque la connexion qui est nécessaire pour que nous puissions échanger avec d'autres d'une façon qui permette de satisfaire les besoins de tous. Un des types de communication les plus destructifs qui m'ont été enseignés, et que je vois être enseignés à d'autres, est de s'évaluer les uns les autres en utilisant des jugements moraux qui se focalisent sur le fait de savoir si nous sommes bons ou mauvais. Quand je mets en question ce genre de jugement, on pense souvent que mon propos est d'éviter tout jugement quel qu'il soit. Ce que je voudrais montrer, c'est que je reconnais qu'il nous est nécessaire de porter des jugements, mais qu'il y a une façon de juger complètement différente de celle qui consiste à monter dans notre tête et de juger quelqu'un bon ou mauvais, normal ou anormal, stupide ou intelligent, agréable à regarder ou moche. La communication non violente suggère d'évaluer en utilisant un langage de vie, pas un langage où l'on s'en tient à des jugements l'un de l'autre. Donc la communication non violente juge, mais elle juge depuis le point de vue de savoir si une action sert la vie ou pas. Elle ne juge pas d'une position qui consiste à déterminer si cette autre personne mérite d'être récompensée ou bien d'être punie. Chapitre 4. Communication sans jugement. Rumi, le célèbre poète soufi, a dit « Au-delà des idées de faire le bien et faire le mal, il y a un champ. Je t'y retrouverai. » C'est dans cet endroit-là que la communication non violente nous aide à vivre. C'est un monde bien différent de celui où l'on fait soit le bien soit le mal, de celui où on décide si quelqu'un mérite de souffrir ou mérite d'être récompensé. Dans le monde dont parle Rumi, on voit que notre nature est de donner avec compassion, et on voit quelle est la façon de vivre qui nous comble le plus. Bien avant que j'atteigne l'âge adulte, j'avais déjà appris à communiquer par des jugements impersonnels et moralisateurs. Ceux-ci ne demandent pas de nous que nous révélions ce qui est vivant en nous en cet instant, ils nous demandent simplement de juger les gens. Quand je me retrouvais face à des gens ou face à des comportements que je n'aimais pas ou que je ne comprenais pas, mon éducation était de réagir en termes de ce qu'ils faisaient de mal. Si mes professeurs me donnaient un devoir que je ne voulais pas faire, ils étaient méchants ou pas raisonnables. Si quelqu'un coupait devant moi dans la circulation, je pouvais réagir en pensant ou en disant « Quel idiot !» Quand on parle ce langage, on pense et on communique en termes de ce qui cloche chez les autres pour se comporter comme ils font, ou bien ce qui ne va pas bien chez nous-mêmes pour nous comporter comme nous faisons. Notre attention est occupée à classifier, analyser et déterminer des niveaux de tort, plutôt qu'à savoir si c'est quelque chose qui est utile à la vie ou pas. Lorsque je communique de la façon dont j'ai été programmé pour communiquer, si ma compagne veut plus d'affection que j'en donne, elle est collante et dépendante.
Mais si moi je veux plus d'affection que j'en reçois, alors elle est froide et distante. Si ma compagne fait plus attention aux détails que moi, elle est pinailleuse et obsessive. Si au contraire c'est moi qui est plus préoccupé qu'elle par les détails, elle est peu soigneuse et désorganisée. Je suis persuadé que toutes ces analyses que nous faisons d'autres êtres humains sont des expressions tragiques de nos propres besoins et de nos valeurs. Tragiques parce que quand nous exprimons nos valeurs et nos besoins de cette façon, nous favorisons les protestations et la résistance précisément chez les personnes dont les comportements comptent le plus pour nous. Ou alors, si ces personnes acceptent d'agir en accord avec nos valeurs, parce que nos analyses de leurs torts leur paraissent valables, leurs actions seront probablement motivées par la peur, la culpabilité ou la honte. Et nous payons tous très chèrement quand les gens répondent à nos besoins et à nos valeurs, non pas à partir d'un désir de donner du fond du cœur, mais par peur, par culpabilité ou par honte. Tôt ou tard, nous ressentirons les conséquences d'une bonne volonté fatiguée, de la part de ceux qui font ce que nous leur demandons parce qu'ils redoutent une punition ou une forme ou une autre de culpabilisation. Et aussi, à chaque fois que les autres nous associent dans leur esprit avec toute forme de culpabilité, de peur ou de honte, nous diminuons les chances qu'ils répondent avec compassion à nos besoins et à nos valeurs dans le futur. Le lien entre langage et violence est le sujet de recherche du professeur de psychologie O.J. Harvey de l'Université du Colorado. Il a choisi au hasard des extraits d'œuvres littéraires de nombreux pays partout dans le monde, et il a compté la fréquence des mots qui classent et qui jugent les gens. Son étude fait ressortir une grande corrélation entre l'usage fréquent de ce genre de mots et le nombre d'incidents violents qui surviennent. Je ne suis pas surpris d'entendre qu'il y a considérablement moins de violence dans les cultures où les gens pensent en termes des différents besoins que les êtres humains ressentent, que dans les cultures où les gens se cataloguent les uns les autres en bons ou mauvais, ayant raison ou ayant tort, normal ou anormal, et croient que les gens mauvais méritent d'être punis. Ça me fait mal de voir combien dans les émissions que les enfants regardent à la télévision, les héros au cours de l'émission tuent ou tabassent quelqu'un. Walter Wink, le théologien, m'a été d'une immense aide pour comprendre comment tout cela a commencé. Dans son livre « The Powers That Be », entre parenthèses, sur le pouvoir et la résistance non violente, sans traduction française apparemment, il m'aide à voir que depuis environ 8000 ans, nous avons été programmés pour penser en termes de jugement moralisateur et pour baser notre justice sur ces jugements qui impliquent que si les gens se comportent d'une façon, alors ils méritent de souffrir et d'être punis, et s'ils sont jugés d'une autre façon, alors ils méritent d'être récompensés. Il y a une autre façon de voir, et je suis heureux que nous ayons une chance de l'explorer pendant que nous continuons ici. Cette autre façon est « Ne nous jugeons pas les uns les autres comme bons ou mauvais, établissons plutôt le genre de rapport entre nous où nous continuons à contribuer au bien-être de l'autre. » Maintenant, je voudrais vous donner un aperçu de quelques autres manières dont nous avons été éduqués à communiquer et à influencer les autres que je trouve tristes, qui à mon avis contribuent à beaucoup de douleur. Une de celles-ci est de nous comparer aux autres. Dan Greenberg, dans son livre « How to Make Yourself Miserable », entre parenthèses, encore pas de traduction française apparemment, montre avec humour le pouvoir insidieux que cette façon de penser peut avoir sur nous. Il suggère que si les lecteurs ont le désir sincère de se rendre la vie vraiment déprimante, une bonne façon d'y arriver est d'apprendre à se comparer aux autres. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec cette pratique, il offre quelques exercices. Le premier comporte des photos d'un homme et d'une femme qui incarnent les canons de la beauté physique selon les médias contemporains. Les lecteurs sont incités à prendre leur propre mensuration et à les comparer à celles imprimées sur les photos des spécimens attirants, puis à méditer sur les différences. Cet exercice atteint le but promis. Nous commençons à nous sentir malheureux en effectuant ces comparaisons. Alors que nous sommes aussi déprimés qu'il nous semble possible de l'être, en tournant la page, nous découvrons que ce premier exercice, nous amener à nous comparer aux autres physiquement, n'était qu'un échauffement.
Puisque la beauté physique n'est que superficielle, Greenberg nous offre maintenant une occasion de nous comparer sur des aspects plus importants, comme nos accomplissements dans la vie. Il se sert de l'annuaire téléphonique pour donner au lecteur quelques individus pris au hasard avec lesquels se comparer. Le premier nom qu'il dit avoir sorti de l'annuaire est Wolfgang Mozart. Greenberg fait la liste des langues que Mozart parlait et des pièces principales qu'il avait composées une fois atteint l'âge adolescent. L'exercice demande alors au lecteur de se souvenir de leurs propres accomplissements au stade de vie auquel ils se trouvent actuellement, et ensuite de les comparer à ce que Mozart avait accompli lorsqu'il avait 12 ans, et de méditer sur les différences. Même les lecteurs qui n'émergent jamais de la déprime auto-infligée que cet exercice produit pourront voir à quel point cette façon de penser bloque la compassion, autant pour soi-même que pour les autres. Une autre sorte de communication qui nous déconnecte de la vie et qui contribue à une grande souffrance est le rejet de responsabilité. Cette sorte de communication brouille notre conscience que nous sommes chacun responsables de nos propres pensées, de nos ressentis et de nos actions. L'usage courant de l'expression « il faut » ou « on doit », comme dans « il y a des choses qu'on doit faire, qu'on aime ça ou pas », illustre comment notre responsabilité personnelle pour nos actions est obscurcie par ce genre de langage. Ou encore la phrase « ça me fait » ou « tu me fais », comme dans « tu me fais me sentir coupable », est un exemple de la façon dont le langage facilite le rejet de notre responsabilité quant à nos propres ressentis et nos propres pensées. Chapitre 5. Forme de communication qui nous coupe de la vie. Nous n'assumons pas la responsabilité de nos actions quand nous attribuons leur cause à de vagues forces impersonnelles, comme « j'ai rangé ma chambre parce que j'avais à le faire », ou bien à notre état de santé, ou à un diagnostic, ou à notre histoire personnelle ou psychologique, une explication du type « je bois parce que je suis alcoolique ». Ou encore, nous attribuons notre comportement aux actions des autres, comme dans « j'ai frappé mon fils parce qu'il a couru dans les voitures ». Ou encore, nous attribuons notre comportement aux ordres d'une autorité, en disant des choses comme « j'ai menti au client parce que le patron m'a dit de le faire ». Ou encore, nous rejetons la faute sur un groupe, en disant par exemple « je me suis mise à fumer parce que tous mes copains fumaient ». Ou encore, nous attribuons notre comportement à des règles institutionnelles, des lois et des réglementations, en disant des choses comme « je dois vous suspendre pour cette infraction parce que c'est le règlement de notre organisation ». Ou encore, nous rejetons la faute sur le rôle que nous croyons avoir en tant qu'homme ou femme, ou en tant que membre d'une famille, ou à cause de notre âge. Par exemple en disant « je déteste aller au travail, mais j'y vais parce que je suis un mari et un père ». Ou encore, nous disons que notre comportement a été causé par des pulsions incontrôlables, en disant des choses comme « j'ai craqué, mon envie de manger le bonbon était trop forte ». Vous voyez, c'est le problème, quand nous faisons quelque chose non pas par pur plaisir de rendre la vie plus belle, mais parce que notre langage nous fait croire que nous y sommes contraints par des forces extérieures, ça ne rend pas la vie très agréable. Et tout ce que nous faisons à partir de ce genre d'énergie, tout le monde le paye. Une autre fois, alors que j'intervenais auprès d'un district scolaire, une enseignante m'a dit « Je déteste mettre des notes. Je ne pense pas que ça aide en quoi que ce soit, et ça crée plein d'anxiété chez les élèves. Mais il faut que je mette des notes, c'est le règlement du district. » On venait juste de pratiquer comment introduire une façon de parler en classe qui augmente la conscience de chacun de sa responsabilité de ses actions. J'ai suggéré que l'enseignante traduise la phrase « Il faut que je mette des notes parce que c'est le règlement du district » en « Je choisis de mettre des notes parce que je veux » et je lui ai demandé de compléter le blanc. Quel est ce que vous voulez qui vous incite à mettre les notes ? Elle répondit sans hésitation. Je choisis de mettre des notes parce que je veux garder mon travail. Et elle s'est dépêchée d'ajouter, mais je n'aime pas le dire comme ça me fait me sentir si responsable de ce que je fais. Et je lui ai répondu que c'est pour ça que je lui demande de le faire comme ça. Je partage le sentiment de l'écrivain et journaliste français Georges Bernanos lorsqu'il dit «
Je pense depuis longtemps que si un jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et encore moins, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu'elle s'attire. Mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public. Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons maintenant assister, ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu'il y a de plus en plus d'hommes obéissants et dociles. Il y a aussi d'autres formes de communication qui me préoccupent parce que je vois comment elles nous déconnectent de la vie. Communiquer nos désirs comme des exigences est une de ces formes de communication. Exiger quelque chose menace l'autre personne de réprobation ou de punition, de façon explicite ou implicite, si elle n'obéit pas. C'est une forme de communication malheureusement très répandue dans notre culture, surtout parmi ceux qui occupent des positions de pouvoir. Mes propres enfants m'ont enseigné des leçons inestimables à propos des exigences. D'une façon ou d'une autre, je m'étais retrouvé avec l'idée qu'en tant que parent, mon travail était de poser des exigences. J'ai appris cependant que je pouvais exiger tout ce que je voulais. Ce n'est pas pour autant que mes enfants feraient ce que je voudrais qu'ils fassent. C'est une grande leçon d'humilité pour ceux d'entre nous qui croient que parce que nous sommes parents, enseignants ou chefs, notre tâche est de changer les autres et de les faire obéir. Voilà donc mes enfants qui me faisaient savoir que je ne pouvais pas leur faire faire quoi que ce soit. Tout ce que je pouvais faire, c'était les faire souhaiter qu'ils l'avaient fait. Et ensuite, ils m'ont enseigné une deuxième leçon, qu'à chaque fois que je les faisais regretter de n'avoir pas fait quelque chose, ils me faisaient regretter à mon tour de les avoir fait regretter. Les formes de communication qui nous coupent de la vie incluent aussi l'idée que certaines actions méritent récompense alors que d'autres méritent une punition. Cette forme de pensée trouve son expression dans le mot mériter, comme dans « il mérite d'être puni pour ce qu'il a fait ». Elle présuppose que les gens qui se comportent de certaines façons sont mauvais et elle demande de les punir pour les faire se repentir et changer leur comportement. Je crois qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que les gens changent non pas pour échapper à une punition, mais parce qu'ils voient comment ce changement les aide à embellir la vie. Je viens de présenter quelques formes de communication que je voudrais suggérer que nous transformions. Les jugements moralisateurs d'autrui, les tournures qui rejettent la responsabilité de nos actions, les façons de s'exprimer qui reprochent aux autres personnes de causer nos ressentis. Je voudrais aussi suggérer que si nous utilisons les récompenses et les punitions pour motiver les autres, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je suis sûr que nous n'utiliserions pas les punitions et les récompenses comme moyen d'influencer les gens si nous nous posions deux questions. Première question, qu'est-ce que nous voudrions que l'autre personne fasse différemment? Si nous nous posons seulement cette question, alors punir semble être une stratégie efficace, parce que nous pouvons probablement tous nous souvenir d'occasions où nous avons été influencés à faire quelque chose par la menace d'une punition, ou bien une occasion où nous avons pu faire quelque chose à quelqu'un en les menaçant d'une punition. Mais si nous ajoutons à cette première question « Qu'est-ce que nous voudrions que les gens fassent différemment ?» Si nous ajoutons cette deuxième question « Quelles sont les raisons que nous voudrions qu'ils aient de faire ce que nous leur demandons de faire ?» Alors je pense qu'il devient évident que le recours à la punition est une stratégie perdante. Punir renforce l'idée que la violence est une façon d'obtenir ce que nous voulons des autres. Lorsque les gens font quelque chose à cause de la menace d'une punition, nous devenons pour eux une source de punition, et plus les gens nous voient de cette façon, plus il devient difficile pour eux de vouloir nous donner par bienveillance et par compassion. Mais ce n'est pas facile à imaginer pour les gens d'arrêter de recourir aux punitions, parce qu'ils ont cette idée que sans punition, alors on court au désordre total, que les gens feront tout ce qu'ils veulent et n'importe quoi, qu'on ira droit au chaos. Ils ne réalisent pas qu'il y a d'autres façons de préserver l'ordre dans la société que d'avoir recours à la menace d'une punition.
Mais bien qu'ils puissent voir plus ou moins clairement que la punition mène à plus de violence, c'est difficile pour eux de voir le problème qu'il y a à utiliser des récompenses. Il semble que récompenser les gens pour avoir fait ce qu'on veut est une façon naturelle de procéder. Mais ici aussi, en communication non violente, nous souhaitons que les gens fassent les choses à cause de la valeur intrinsèque, la valeur de base de faire quelque chose parce que ça enrichit la vie. Nous voulons que ce soit ça qui motive les gens à agir comme ils le font, pas pour obtenir une récompense extérieure de la part de quelqu'un d'autre. Et de toutes ces récompenses extérieures qui me préoccupent, une de celles qui me préoccupe le plus est l'utilisation des louanges et des compliments pour essayer de faire que les gens continuent à faire ce qu'ils font, que nous aimons qu'ils fassent. Je suis sûr que les gens n'utiliseraient plus jamais les récompenses s'ils lisaient le livre d'Alfie Kohn, Puni par les récompenses, entre parenthèses dont je n'ai pas trouvé de traduction française, dans lequel il montre tous les problèmes que l'on crée quand on tente d'obtenir de l'ordre ou bien que les gens fassent des choses et que pour y parvenir on utilise des récompenses. Chapitre 6. Observer sans évaluer. Je voudrais revenir maintenant à la mécanique du processus de communication non violente, mais avant de faire ça, je voudrais rappeler qu'appliquer les techniques sans avoir la conscience du pourquoi de leur application, ce n'est pas de la communication non violente. Une femme qui revenait pour le 2e jour d'un atelier m'a dit « Ça n'a pas marché ». Je lui ai demandé « Pourriez-vous me dire de quoi vous parlez ?» Elle répondit « Je suis rentrée chez moi hier soir et j'ai parlé à mon fils aîné en utilisant la communication non violente. J'avais remarqué qu'il n'avait pas fait quelque chose que je lui avais demandé de faire, et donc je me suis exprimé, je lui ai dit ce qui était vivant en moi, je lui ai dit ce que je souhaitais qu'il fasse. » Je lui répondis oui, et elle me décrivit comment elle s'était exprimée, et elle avait appliqué la technique tout à fait correctement, elle avait clairement communiqué ce qui était vivant en elle, sans faire aucune critique de lui. Elle avait clairement dit ce qu'elle voulait, et je lui ai dit « D'accord, c'est bien la technique qu'on a étudiée. Quel est le problème ?» Elle répondit « Et il ne l'a pas fait ?» « Ah, lui dis-je, je vois que je n'ai pas été clair, que nous avons une autre intention que ça. » Elle demanda « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Je répondis « Notre intention quand nous utilisons la communication non violente n'est jamais de faire faire aux gens ce qu'on veut qu'ils fassent. » Elle dit « Ah bon, alors je suis censé être permissive et le laisser faire tout ce qu'il veut ?» Non, notre intention n'est pas ça non plus, de renier nos besoins ou de laisser les choses filer. Je lui ai rappelé que l'intention est de créer la qualité de relation nécessaire pour que par bienveillance et compassion, chacun veuille que les besoins de tous soient satisfaits. Gardons donc ceci à l'esprit pendant que nous regardons quelques éléments de la mécanique du processus de communication non violente. Je disais à l'instant que nous voulons exprimer ce qui est vivant en nous, et parfois il est nécessaire pour cela de faire savoir aux gens quelles sont exactement les choses qu'ils font, qui soit satisfont nos besoins ou bien ne les satisfont pas. Autrement dit, de faire une observation précise de leurs actions, et nous voulons faire cette observation sans y mélanger aucune évaluation. Les observations sont un élément important en communication non violente. Mais si nous confondons observation et évaluation, alors nous réduisons les chances que les autres entendent le message que nous souhaitons faire passer. Au lieu de ça, ils risquent d'entendre une critique et donc de résister à ce que nous disons. J'espère que vous n'entendez pas ici que je suggère d'arrêter d'évaluer l'autre personne. Non, nous avons besoin d'évaluer le comportement des gens, nous avons besoin d'évaluer notre propre comportement et celui des autres pour savoir s'il favorise la vie ou pas. Tout ce que je dis, c'est ne mélangeons pas observation et évaluation. La communication non violente est un langage de mouvement, de processus qui s'oppose aux généralisations statiques. Par contraste, les observations que je recommande qu'on fasse sont basées sur des observations concernant un moment et un contexte que l'on spécifie. Le philosophe indien Jiddu Krishnamurti a fait la remarque qu'observer sans évaluer est la plus haute forme d'intelligence humaine. La première fois que j'ai lu cette remarque, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il pensait que ceci est si important. Je m'aperçus ensuite que j'avais du mal à y parvenir.
et je me suis également souvenu d'études que j'avais lues à l'université, à propos de formes dangereuses de pensée comme le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, et comment les gens qui pensent de cette façon n'arrivent pas à faire cette séparation entre observation et évaluation. Ils mélangent les faits avec les interprétations qu'ils en font. Voici un exemple de la façon dont l'inaptitude à faire des observations claires vient entraver notre capacité à solutionner nos différends paisiblement. J'avais été sollicité pour assister les enseignants d'une école qui avaient beaucoup de difficultés à communiquer avec leur chef d'établissement. Ils n'aimaient pas travailler avec lui. La tension dans l'école était si grande que les parents se plaignaient de l'ambiance, et donc l'inspecteur de la circonscription m'avait demandé si je pouvais faire quelque chose, et le plan était que je rencontrerais d'abord les enseignants pour savoir ce qui les dérangeait, et ensuite on ira ensemble voir le directeur. Donc, en rencontrant les enseignants, j'ai commencé par leur poser la question suivante. J'ai dit « On m'a dit qu'entre vous et le directeur ça ne se passe pas très bien, et ça m'aiderait, pour aider à faire que les choses aillent mieux, si vous pouviez me dire exactement ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas, qui vous complique la vie. » Donc, je leur demandais des observations claires et précises, ce qu'il fait ou ne fait pas. Mais au lieu d'une réponse à ma question, j'ai obtenu de la part d'un des enseignants une analyse. Lorsque j'ai demandé ce que fait le directeur, il répondit « Il a une grande gueule ». Notez que je ne lui ai pas demandé quelle est la taille de la bouche du directeur. Je lui ai demandé ce que le directeur faisait. Je lui fis remarquer la non-correspondance entre ma question et sa réponse, en lui demandant s'il pouvait être plus spécifique, ce que le directeur faisait qu'il me décrivait comme avoir une grande gueule. Il n'y est pas arrivé. Tout ce qui lui venait était soit une critique, soit une analyse, ou un jugement à propos du directeur. Un autre enseignant, voyant comment son collègue peinait, dit « Je sais ce qu'il veut dire ». Je dis « D'accord, aidez-le, qu'est-ce que fait le directeur ?» Et cette deuxième personne répondit « Il parle trop ». Je lui dis « Je voudrais que vous voyiez qu'à mon avis, parle trop est une autre évaluation. Ce n'est pas un comportement observable, c'est mélanger ce qu'il fait avec la façon dont vous l'interprétez. Je suis persuadé qu'on arrivera à s'entendre beaucoup mieux si on commence la communication avec lui en étant spécifique. Qu'est-ce qu'il fait qui vous rend difficile de le côtoyer ? » Un autre enseignant dit « Il veut toujours être le centre d'attention. » Non, ça c'est me dire ce que vous devinez qu'il veut. Même si c'est exact, c'est un diagnostic. Ce n'est pas une description de ce qu'il fait. Un autre enseignant dit « En fait, il s'imagine qu'il est le seul à avoir quelque chose d'intéressant à dire. » J'ai répondu « Là aussi, c'est encore un diagnostic. » Un des enseignants dit alors « Eh ben, c'est difficile ce que vous demandez. » Et là, je leur ai cité la phrase de Krishnamurti qui dit combien c'est difficile, étant donné la façon dont on a été programmé à penser, combien c'est difficile de séparer observation et évaluation. Avec mon aide, ils sont finalement arrivés à faire quelques observations, l'une étant que, au cours de leur réunion hebdomadaire, quel que soit l'ordre du jour, il faisait le rapprochement avec des choses qui lui étaient arrivées pendant la guerre, il racontait des histoires de son enfance et d'autres histoires, et à la fin, les réunions duraient 20 minutes de plus que prévu. J'ai demandé « Est-ce que quelqu'un a attiré son attention sur ça, ce comportement précis ?» Et ils ont pu voir tout de suite que quand ils avaient essayé de lui en parler, ils avaient mélangé avec des mots comme « parle trop », etc. Et ils s'étaient braqués contre eux. Donc, j'ai suggéré qu'on le rencontre et que dans cette réunion, ils essayent d'être spécifiques sur ce que lui faisait que eux n'aimaient pas. Lorsqu'on s'est retrouvés pour la réunion, j'ai vu plutôt rapidement de quoi il voulait parler, parce que quel que soit le sujet, le directeur commençait à dire « ça me rappelle la fois où » et il continuait en racontant des histoires à propos d'une chose et d'une autre, et j'attendais que les enseignants l'interpellent pour lui dire ce dont on avait parlé, qu'ils lui fassent savoir que quand il fait ça, ça ne va pas dans le sens de satisfaire leurs besoins. Mais au lieu que les gens s'adressent à lui verbalement, j'ai vu pas mal de communication non verbale se dérouler. Les gens levaient les yeux au ciel, et ils se jetaient des coups d'œil les uns aux autres, se poussaient du coude comme pour dire « et c'est reparti », et ils regardaient leur montre, et ils bâillaient, et finalement j'ai dit « Est-ce que quelqu'un va dire quelque chose ou pas ?»
Il y eut un silence gêné, puis l'homme qui s'était exprimé au cours de notre première réunion regarda le directeur et lui dit « Vous êtes une grande gueule ». Donc, il était évident que je n'avais pas été clair sur la manière d'exprimer des observations claires et de ne pas y mélanger d'évaluation. Mais avec mon aide, ils ont clairement fait savoir ce qu'ils faisaient, que eux n'aimaient pas, et il a été très content de recevoir cette information. Il n'était pas du tout conscient que ça dérangeait les gens à ce point-là. Laissez-moi maintenant vous donner d'autres exemples de ce qui se passe quand on mélange ces deux choses. Par exemple, l'utilisation du verbe être sans indiquer que la personne qui fait une évaluation accepte la responsabilité de cette évaluation. Par exemple, si quelqu'un dit « tu es trop généreux », si on séparait observation et évaluation, cela pourrait donner « quand je vois que tu donnes tout l'argent de ton déjeuner sans rien garder pour toi, je trouve que tu es trop généreux ». Comme ça au moins on ne confond pas observation et évaluation. Mais je suggérerais plus tard qu'au lieu de dire aux gens ce qu'on pense d'eux, ça serait plus efficace de leur dire quels sont les besoins en nous qui ne sont pas satisfaits. Une autre sorte de confusion entre observation et évaluation, c'est quand on utilise des verbes qui ont des connotations évaluatives. Comme si on dit « Jean-Christophe temporise, il procrastine, il remet tout au lendemain ». Si on sépare observation et évaluation, ça pourrait donner « Jean-Christophe ne révise pour ses examens que la nuit d'avant ». Une autre confusion entre observation et évaluation survient lorsqu'on implique que les inférences que l'on fait à propos des pensées ou des ressentis ou des intentions ou des désirs d'une autre personne sont les seules possibles. Par exemple, si on dit de quelqu'un « elle ne remettra pas son devoir ». Si on sépare nos observations de nos évaluations, ça pourrait donner « je ne pense pas qu'elle va remettre son devoir ». Ou bien, on peut aussi simplement citer la personne. Elle a dit « je ne remettrai pas mon devoir ». Une autre confusion entre observation et évaluation se produit quand on fait une confusion entre prédiction et certitude. Ça pourrait se présenter comme ça. Si tu ne manges pas des repas équilibrés, ta santé en souffrira. En séparant observation et évaluation, on pourrait dire « si tu ne manges pas des repas équilibrés, j'ai peur que ta santé va en souffrir ». Une autre confusion vient du fait de ne pas spécifier ce à quoi on se réfère. Comme par exemple si on dit « les minorités ne prennent pas soin de leurs propriétés ». Ceci pourrait être dit de cette façon si on sépare observation et évaluation. Je n'ai pas vu la famille de minorités ethniques d'à côté enlever la neige du trottoir devant chez eux. Une autre confusion vient de l'utilisation de mots qui dénotent une aptitude sans indiquer qu'une évaluation est faite. Ceci pourrait donner par exemple « Jacques Dupont est un mauvais joueur de foot ». En séparant observation et évaluation, cela pourrait donner « Jacques Dupont n'a pas marqué de but en 20 parties ». Et ensuite, il y a l'usage d'adverbes et d'adjectifs d'une manière qui n'indique pas qu'une évaluation est effectuée. Ceci pourrait se dire ainsi. Félix est moche. Si on dit ceci en harmonie avec la communication non violente, on dira peut-être « l'apparence de Félix est sans attrait pour moi ». Parfois, les mots toujours, jamais, aucun, etc. nous causent des soucis quand ils sont utilisés en tant qu'exagération. Par exemple, si on dit à quelqu'un « tu es toujours occupé », je pense qu'on pourrait mieux dire ça en disant « à chaque fois que je veux te parler et que tu me dis que tu es occupé, je me sens frustré ». Ou bien si on dit de quelqu'un « elle n'est jamais là où on a besoin d'elle ». Je pense qu'il serait plus exact de dire « il y a eu plusieurs fois récemment où j'ai fait appel à elle et elle n'était pas disponible ». Lorsque ces mots « jamais » et « toujours » sont utilisés comme exagération, ils provoquent souvent une levée de bouclier plutôt que de la compassion. De la même façon, des mots comme fréquemment et rarement peuvent communiquer la même confusion. Donc si vous dites « tu fais rarement ce que je veux », je pense qu'il serait plus exact de dire « les 3 dernières fois où j'ai proposé une activité, tu as dit que tu ne voulais pas le faire ». Ou bien au lieu de « il vient fréquemment à la maison »,
Il vient à la maison au moins 3 fois par semaine. Chapitre 7. Exprimer nos ressentis. Donc, savoir séparer nos observations de nos évaluations est un des 3 éléments pour apprendre à exprimer ce qui est vivant en nous. Le deuxième élément, sur lequel je voudrais me porter maintenant, est comment exprimer clairement nos ressentis à n'importe quel moment donné. Parce que, ensuite, c'est à nos ressentis et à nos besoins qu'on va s'intéresser, après comment exprimer nos ressentis. Ces 2 éléments ensemble, nos ressentis et nos besoins, sont la meilleure façon que j'ai jamais apprise pour se connecter à la vie aussi bien en moi-même que chez les autres. Il y a un poème avec lequel ma sensibilité résonne, dont le titre est « Le masque ». Malheureusement, j'ai oublié qui l'a écrit, mais ce poème m'aide à prendre conscience qu'on est beaucoup à ne pas avoir un langage vivant, on ne sait pas comment dire ce qui se passe en nous, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin. Et combien cela est triste quand tout ce qu'on sait faire, c'est exprimer des pensées qui nous détachent de la vie chez nous-mêmes et chez les autres. Le poème dit « Toujours un masque tenu par cette fine main, toujours elle avait devant son visage ce masque, tenu si légèrement, si parfaitement. Parfois cependant, y avait-il un tremblement, une hésitation dans la main qui tenait le masque? Des années je me suis demandé, mais sans rien oser. Et un jour, par mégarde, j'ai regardé derrière le masque. Pour n'y trouver absolument rien, elle n'avait pas de visage. Elle était devenue juste une main qui, avec grâce, tenait un masque. » On est tellement à se promener comme des personnes gentilles et mortes, parce qu'on nous a enseigné un langage de domination qui nous fait nous inquiéter à chaque moment de ce que les gens pensent que nous sommes. Est-ce qu'ils pensent que je suis normal, anormal, gentil, pas gentil, beau, moche? Et plus nous nous occupons à ce niveau, et plus nous sommes déconnectés de la vie en nous, de nos émotions humaines. Le psychanalyste Rollo May suggère que la personne mûre devient capable de distinguer ses ressentis en autant de nuances, d'expériences fortes et passionnées, ou bien délicates et sensibles, qu'il y en a dans les passages de musique d'une symphonie. Pour beaucoup d'entre nous cependant, notre capacité à exprimer nos ressentis avec la palette que Rollo May décrit est plutôt limitée, comme les notes d'un appel de clairon. Notre répertoire de mots pour insulter les gens est bien plus vaste habituellement que l'est notre vocabulaire de mots qui nous permettent de décrire clairement ce qui est vivant en nous, notre état émotionnel. J'ai passé 21 ans à l'école puis à l'université, et je ne me souviens d'aucune fois où on m'ait demandé comment je me sentais. Les émotions, les ressentis, n'étaient simplement pas considérés comme ayant la moindre importance. Ce qui était important, c'était, entre guillemets, la bonne façon de penser, fermez les guillemets, telle que la définissaient les gens qui avaient des positions d'autorité dans la hiérarchie. Trop souvent dans mon expérience, nous sommes éduqués à nous focaliser sur les autres, au lieu d'être en contact avec nous-mêmes. Nous apprenons à être là-haut dans notre tête, à nous préoccuper de deviner qu'est-ce que d'autres pensent qu'il faut que je dise et que je fasse. Une interaction que j'ai eue avec une enseignante quand j'avais environ 9 ans montre bien comment cette aliénation de nos ressentis peut commencer. Un jour, je me cachais dans une salle de classe après que l'école soit fermée. Ça faisait 1h30 que l'école était fermée. Et je me cachais parce qu'il y avait un groupe d'élèves dehors qui voulaient me punir parce que j'étais juif. Une enseignante me trouva caché dans la classe, elle était surprise de voir un élève encore dans l'école 1h30 après la fin des cours. Elle ne savait pas que j'essayais d'être plus patient que ceux qui m'attendaient dehors. Et elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Allez dehors, tu n'as rien à faire ici à cette heure-ci. » Et je lui dis « Ces garçons dehors attendent pour me tabasser. » Elle dit « Mais l'école est fermée, tu dois sortir d'ici. » Je dis « Mais j'ai peur. » Et elle dit « Les garçons n'ont pas peur. » Quelques années plus tard, j'ai reçu des renforcements supplémentaires pour cette façon de penser en participant à des sports collectifs. Il était normal pour les entraîneurs de préférer les joueurs qui étaient prêts à tout donner et à continuer à jouer malgré la douleur physique qu'ils pouvaient ressentir. J'avais si bien appris la leçon qu'une fois j'ai continué à jouer au baseball pendant 1 mois avec un poignet cassé sans le faire soigner.
Lors d'un stage de communication non violente, un étudiant parlait d'un camarade qui l'empêchait de dormir parce qu'il mettait la musique très fort dans leur chambre au dortoir de l'université. Lorsque je lui ai demandé de dire comment il se sent dans ces moments-là, il répondit « Je sens que ce n'est pas correct de mettre la musique si fort la nuit. » Je fis la remarque que quand il fait suivre les mots « je sens » par le mot « que », « je sens que », il exprime une opinion, mais il ne révèle pas ses ressentis. Je lui ai demandé d'essayer à nouveau d'exprimer ses ressentis, il répondit « Je sens quand les gens font quelque chose comme ça, c'est signe d'un trouble de leur personnalité. » Je lui ai expliqué que pour moi ça restait une opinion plutôt que ce qu'il ressentait. Il resta pensif un moment et ensuite annonça avec véhémence « Je ne ressens rien à propos de ça. » Cet étudiant avait manifestement de forts ressentis. Malheureusement, il ne savait pas comment en prendre conscience ou bien les exprimer. Cette difficulté à identifier et exprimer ses ressentis est courante, et dans mon expérience, surtout chez les juristes, ingénieurs, policiers, cadres d'entreprise, militaires de carrière, des gens dont les codes professionnels les dissuadent de manifester leurs émotions. Dans les familles, l'addition est sévère lorsque les personnes sont incapables de communiquer leurs émotions. La chanteuse country et western Reba McEntire a écrit une chanson après la mort de son père et lui a donné pour titre « L'homme le plus admirable que je n'ai jamais connu ». Par ce titre, elle exprima certainement les sentiments de beaucoup de gens qui n'ont jamais réussi à établir la relation émotionnelle qu'ils auraient souhaité avec les membres de leur famille. J'entends régulièrement des phrases comme « Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez, je suis marié à un homme merveilleux, mais je ne sais jamais comment il se sent. » Une de ces femmes insatisfaites amena son époux à un stage, au cours duquel elle lui dit « Je me sens comme si j'étais marié à un mur. » Et le mari fit alors une excellente imitation d'un mur. Il resta assis sans rien dire. Exaspérée, elle se tourna vers moi et dit « Vous voyez, c'est comme ça tout le temps. Il reste assis et il ne dit rien. C'est exactement comme vivre avec un mur. » Je lui dis « J'ai l'impression que vous vous sentez seul et que vous voulez plus de contact émotionnel avec votre mari. » Elle dit « Oui. » Et je lui dis « J'ai bien peur que quand vous lui dites des choses comme « je sens que je vis avec un mur », est-ce que vous remarquez que vous n'exprimez pas vos ressentis lorsque vous dites ça? Vous faites un diagnostic. Et ce genre de diagnostic conduit souvent à faire se produire ce qu'il décrit. Lorsqu'elle s'exprima, comme je lui suggérais de le faire, en disant à son mari ce qu'elle ressentait, elle lui dit « Je me sens frustrée quand j'ai besoin de contact avec toi, et que je ne sais pas ce que tu ressens. Est-ce que tu serais prêt à apprendre à exprimer tes ressentis plus ouvertement ?» Lorsqu'il entendit ça, le mur se transforma en véritable être humain, et commença à s'ouvrir, et dit qu'il veut faire ça, mais il aurait besoin d'aide pour y arriver, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience pour savoir comment exprimer ses ressentis. Les bénéfices qu'il y a à renforcer notre vocabulaire de ressenti sont clairs non seulement dans les relations intimes, mais également dans le monde professionnel. Une fois, j'ai été engagé pour intervenir auprès des membres du département technologique d'une grande société suisse, qui étaient troublés d'avoir découvert que les employés des autres départements les évitaient. Lorsque je leur ai demandé pourquoi, les employés d'autres départements répondirent « On déteste aller voir ces gens-là, c'est comme parler à un tas de machines. » Le problème se résorba après que je passe du temps avec les membres du département technologique à les encourager à exprimer plus de leur humanité dans leur communication avec leurs collègues. Une autre fois, je travaillais avec les administrateurs d'un hôpital, qui étaient angoissés à propos d'une réunion imminente avec les médecins de l'hôpital. Ils voulaient que les médecins adhèrent à un projet que ces mêmes médecins venaient de rejeter par un vote à 17 contre 1. Les administrateurs étaient impatients que je leur fasse une démonstration de la façon dont ils pourraient utiliser la communication non violente pour approcher les médecins. Lors d'un jeu de rôle où je prétendais être un administrateur, j'ai commencé ce que je voulais dire par « J'ai peur d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui ». J'avais choisi de commencer de cette façon parce que je sentais combien les administrateurs étaient effrayés alors qu'ils se préparaient à rencontrer les médecins.
Mais avant que je puisse continuer, un des administrateurs m'arrêta en protestant. « Vous ne pouvez pas dire que vous avez peur comme ça, vous n'êtes pas réaliste, on ne pourrait jamais dire ça. » Lorsque j'ai demandé pourquoi admettre qu'ils avaient peur était si impossible, il répondit sans hésitation. « Si on admet qu'on a peur, ils vont nous massacrer. » Sa réponse ne me surprit pas. J'ai souvent entendu les gens dire comment ils ne peuvent même pas imaginer de dire ce qu'ils ressentent à leur travail. J'ai été heureux cependant d'apprendre qu'un des administrateurs avait décidé de prendre le risque de révéler sa vulnérabilité lors de cette réunion tant redoutée. Au lieu de sa manière habituelle d'apparaître strictement logique, raisonné et sans émotion, il choisit de dire comment il se sentait, en ajoutant les raisons qu'il avait pour vouloir que les médecins changent leur position. Il remarqua combien les médecins lui répondirent différemment de d'habitude. Au final, il a été ébahi et soulagé lorsqu'au lieu de se faire massacrer, comme ils s'attendaient à l'être, ils renversèrent leur position précédente, votant 17 contre 1 maintenant en faveur du projet. Ce renversement dramatique aida les administrateurs à comprendre et à apprécier l'impact potentiel qu'il y a à exprimer sa vulnérabilité, même dans un cadre professionnel. Chapitre 8. La différence entre ressenti et pensée. Je voudrais maintenant partager une anecdote personnelle qui m'a enseigné les effets de cacher nos ressentis. Je présentais un cours de communication non violente à un groupe d'élèves dans une école d'un quartier pauvre. Lorsque j'entrai dans la classe le premier jour, les élèves, qui avaient été en train de prendre part à une conversation animée entre eux, devinrent silencieux, se mirent à regarder par la fenêtre. Ils ne semblaient pas du tout intéressés. Je dis « bonjour » et dans le silence qui s'ensuivit, je me sentis très mal à l'aise. Je ne sentis pas de connexion avec eux, mais j'avais peur de l'exprimer. Au lieu de ça, j'enchaînais de façon très professionnelle en disant « Pour ce cours, nous allons étudier un processus de communication que j'espère que vous trouverez utile dans vos relations à la maison et avec vos amis. » Je continuais à présenter des informations à propos du processus, mais personne ne semblait écouter. Une fille, fouillant dans son sac, en tira une lime et commença à se limer vigoureusement les ongles. Les élèves près des fenêtres collèrent leur visage au carreau, comme s'ils étaient fascinés par ce qui se passait dans la rue. Je me sentis de plus en plus mal à l'aise, mais je ne dis rien et j'ai continué. Finalement, un élève qui avait certainement plus de courage que j'en montrais, lança « C'est juste que vous détestez vous retrouver avec des gens noirs, pas vrai ?» J'étais ébahi, mais immédiatement j'ai réalisé que j'avais contribué à cette impression en cachant le désarroi que je ressentais à ne pas obtenir avec eux la connexion que je souhaitais. Je répondis « Je suis nerveux, mais pas parce que vous êtes noir. Mon ressenti vient de ce que je ne connais personne ici, et je voulais être accepté, et quand je suis entré dans cette classe, la réaction que j'ai perçue n'a pas satisfait mon besoin d'être accepté. » Cette expression de ma vulnérabilité produit un grand effet sur les élèves. Ils commencèrent à me poser des questions sur moi, à me dire des choses sur eux, et ils furent ensuite bien mieux en mesure d'apprendre ce que j'avais à offrir à propos de la communication non violente. Il n'est pas toujours évident d'exprimer ce qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris à faire. Voyons quelques aspects de ce problème. Il y a l'utilisation de « je sens » sans vraiment exprimer de ressenti. Par exemple, dans la phrase « Je sens que je n'ai pas eu ma chance », les mots « je sens » pourraient être remplacés par les mots plus exacts « je pense ». Je pense que je n'ai pas eu ma chance. En général, les ressentis ne sont pas clairement exprimés lorsque le mot « sens » est suivi par des mots tels que « que »,« comme », dans des phrases comme « je sens que tu devrais savoir ça ». Je sens que je suis un raté. Je me sens comme si je vivais avec un mur. En communication non violente, on distingue les expressions qui expriment véritablement des ressentis de celles qui décrivent ce que l'on pense qu'on est. Une description de ce que l'on pense qu'on est pourrait être « Je trouve que je suis insuffisant en tant que guitariste ». Dans cette phrase, j'évalue ma compétence en tant que guitariste au lieu d'exprimer clairement mes ressentis. Une expression de ce que je ressens pourrait être « Je suis impatient avec moi-même en tant que guitariste ».
Je suis déçu par ma compétence à la guitare. Je me sens frustré quand je joue de la guitare. Le ressenti caché derrière mon évaluation de moi-même en tant qu'insuffisant peut donc être de la déception, de l'impatience, de la frustration ou encore une autre émotion. Donc, en disant seulement ce que l'on pense qu'on est, on ne capture pas vraiment notre ressenti. De la même manière, il est utile de faire la différence entre des mots qui décrivent ce qu'on pense que d'autres autour de nous sont en train de faire, et des mots qui décrivent des ressentis véritables. Voici quelques exemples de phrases que l'on méprend facilement pour des expressions de ressenti. Ces phrases révèlent plutôt comment on pense que les autres se comportent que ce que l'on ressent nous-mêmes. Premier exemple. Je sens que je n'ai pas d'importance pour les gens avec qui je travaille. Pas important décrit ici comment je pense que les autres m'évaluent plutôt que comment je me sens. Dans cette situation, je me sens peut-être triste ou découragé. Deuxième exemple. Je me sens incompris. Ici, le mot incompris indique mon jugement du niveau de compréhension de l'autre personne, plutôt qu'un ressenti véritable. Dans cette situation, je pourrais me sentir anxieux ou irrité, ou bien une autre émotion. Troisième exemple. Je me sens ignoré. Ici encore, ceci est plus une interprétation des actions des autres qu'une description de ce qu'on ressent. Il nous est certainement arrivé à tous d'avoir été ignorés, et notre ressenti a été du soulagement parce qu'on voulait rester à l'écart. Sans doute aussi, il y a eu des fois où on s'est senti blessé lorsqu'on a pensé qu'on était ignoré parce qu'on voulait être inclus. Des mots comme ignorer expriment comment on interprète les autres plutôt que comment on se sent. Laissez-moi donc vous présenter quelques autres de ces mots qui, à mon avis, sont souvent pris pour des mots qui expriment des ressentis, ce qui a pour résultat de nous relier de façon bien différente aux autres que si nous utilisons des mots qui expriment plus clairement nos ressentis. Donc, je répète, les mots qui suivent ne sont pas des mots qui, pour moi, expriment des ressentis. Je me sens abandonné, attaqué, dédaigné, forcé, humilié, interrompu, manipulé, négligé, maltraité, trahi, trompé, rejeté, surmené. Donc, lorsqu'on veut exprimer nos ressentis, ça aide si on utilise des mots qui se réfèrent à des émotions spécifiques, plutôt que d'utiliser des mots vagues ou généraux. Par exemple, si on dit « je me sens bien par rapport à ça », le mot « bien » peut signifier joyeux, enthousiaste, soulagé ou plein d'autres ressentis. Des mots comme « bien » ou « mal » empêchent la personne à qui on s'adresse de percevoir facilement ce qu'on ressent réellement. Donc, je voudrais qu'on voit maintenant si j'ai expliqué clairement ce que sont les ressentis et quelles formes de communication ne sont pas pour moi des ressentis. Je voudrais vous présenter plusieurs phrases pour voir si vous sentez qu'elles expriment des ressentis ou pas, et ensuite je vous dirai quelle est ma réaction. Première phrase. Je sens que tu ne m'aimes pas. Je n'appellerai pas ça un ressenti. Notez que je sens est suivi de que tu. Ce n'est pas un ressenti. Lorsque je dis je sens que tu ne m'aimes pas, je ressens peut-être de la tristesse, du découragement, peut-être même que je suis en colère, en fonction de la manière dont j'interprète les choses. Donc, je n'appellerai pas je sens que tu ne m'aimes pas un ressenti. Deuxième phrase. Je suis triste que tu partes parce que j'attache beaucoup d'importance à notre relation. J'appellerais ça un ressenti, à cause du mot triste. Troisième. J'ai peur en ce moment, mon besoin de relation est menacé. Je dirais qu'il y a un ressenti exprimé ici par le mot peur. Quatrième phrase.
Lorsque tu ne me dis pas bonjour, je me sens négligé. Je ne dirais pas qu'il y a un ressenti exprimé dans cette phrase, parce que le mot négligé n'est pas pour moi une émotion, c'est plus une interprétation. J'aurais préféré entendre quelque chose comme « Lorsque tu ne me dis pas bonjour, je me sens triste, blessé, découragé. » 5e. Je suis heureuse que tu puisses venir à ma fête. Je dirais qu'il y a un ressenti exprimé ici, heureuse. 6e. Tu es dégoûtant. Non, bien sûr, je n'appellerai pas ça un ressenti, c'est un diagnostic de l'autre personne. Si je disais « je me sens dégoûté en ce moment parce que mes besoins ne sont pas satisfaits », ce serait différent pour moi de « tu es dégoûtant ». 7e. J'ai envie de te frapper. Je n'appellerai pas ça un ressenti. Ça me dit ce que cette personne se représente de faire, mais je ne sais pas si cette personne a peur et si elle cherche à se défendre en frappant l'autre, ou bien si elle est fâchée. Ça pourrait aussi être d'autres ressentis. 8e. Je me sens incompris. Je ne dirais pas qu'incompris est un ressenti, c'est un de ces mots qui pour moi est plus un diagnostic de l'autre personne. Je ne sais pas si la personne qui parle se sent frustrée, agacée, triste, découragée ou autre. 9e. Je me sens bien à propos de ce que tu as fait pour moi. Ici, le mot « bien » est plus vague que je le voudrais. Je voudrais qu'on ait un vocabulaire plus riche que ça. Je préférerais que ce soit exprimé comme « je sens une profonde gratitude » ou bien « j'ai du plaisir » ou bien « je suis joyeux », pas un mot vague comme « bien ». 10e phrase. Je sens que je ne vaux rien. J'appellerais ça un jugement de soi, pas un ressenti. J'aurais préféré que la personne exprime son ressenti plus clairement. Si elle s'était sentie déprimée, j'aurais préféré « je suis déprimé » ou « je suis frustré, découragé ». Aussi important que soient les ressentis, on ne veut pas s'en tenir là et exprimer seulement nos ressentis. Si je dis « je suis agacé », ce n'est pas assez. On ne veut pas juste exprimer nos ressentis sans ce qui y est attaché. Par exemple, à chaque fois qu'on exprime notre inconfort, on veut rattacher ça au besoin qui est la cause de ce ressenti. Et on veut ajouter ce qu'on souhaite de la part de l'autre personne qui réduirait notre inconfort. Dans la session suivante, je parlerai de prendre en charge la responsabilité de nos ressentis.